Bonjour à tous, je suis Sabrina Panès, donc je travaille en tant que chercheur au CEA-List sur le plateau de Saclay. Et aujourd'hui, je vais vous parler des travaux qu'on fait sur l'aptique surfacique et localisée, donc différentes technologies qu'on a pu développer et certains usages. Donc au début, je devais faire cette présentation avec mon collègue Charles, qui devait d'ailleurs transporter la démo que je vous ferai cet après-midi, mais il m'a abandonné pour la bonne cause, puisque un des étudiants, un des doctorants qui travaille sur le sujet, Ayoub Bendiab, soutient demain matin. Voilà, donc il n'a pas voulu prendre de risques. Et je voulais aussi souligner qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur tout ce que je vais vous présenter, dont une autre doctorante, Lucie Pantera, qui va soutenir aussi très prochainement, et aussi des stagiaires et des CDD, dont Mathilde Janin et Braden Debouille. Donc déjà, rapidement, l'aptique surfacique, ça englobe beaucoup de choses, comme vous le savez déjà. Donc autant l'exploration dans la nature, les textures, les reliefs, que des choses qu'on a nous-mêmes humainement codées, on va dire, comme les points braille, ou même l'image ci-dessous avec le finger spelling pour les sourds aveugles. Et ça commence aussi, l'interaction tactile devient assez commune au niveau de nos interfaces, même si pour la plupart, elles manquent encore de retour tactile, mais aussi bien avec nos produits ménagers que dans les cockpits d'avions, de voitures, et bien sûr aussi nos smartphones et nos tablettes. Comme le montrent les différentes classifications et taxonomies de Breitkstaff et Hall, et puis Lederman et Klatsky, il y a vraiment une diversité des tâches et des interactions pour l'aptique surfacique. Donc autant pour explorer des surfaces, mais aussi détecter des éléments précis, les identifier, certaines caractéristiques, et aussi plus dans l'usage, par exemple, pour avoir des confirmations d'action. Et on voit aussi que pour ces différentes tâches, il y a différentes gestuelles qui sont appliquées. Donc autant des mouvements qui sont plutôt statiques, ou des mouvements vraiment dynamiques sur la continuité, et autant des gestes avec un doigt, 2 ou 3 doigts, ou vraiment toute la surface de la main. Et donc, pour ces différentes tâches et interactions, il est important aussi de fournir différents retours tactiles. Et beaucoup de ces retours tactiles, finalement, peuvent être rendus par la vibration, beaucoup de ces caractéristiques. Donc, il y a tout ce qui est alerte et information de confirmation, qu'on a déjà aussi d'ailleurs dans nos smartphones, avec de simples vibrations. Mais en se couplant avec les éléments de position, on peut avoir toutes des informations de texture, de relief. Et en se couplant avec la force, on peut avoir des effets, alors compliant, je crois que c'est souplesse en français, donc tous les effets de ressort, un peu comme pour de pouvoir presser sur un bouton. Et tout ça en restant dans la bande de sensibilité tactile, c'est important. Il y a aussi d'autres approches qui permettent de travailler plus à haute fréquence pour aussi donner des informations de texture, mais celle-ci nécessite d'avoir un mouvement dynamique, alors que l'approche par vibration, elle, permet d'avoir et des mouvements statiques et des mouvements dynamiques pour avoir du retour. Donc nous, on réalise ces travaux avec l'actionnement piézoélectrique qu'on colle finalement sur des surfaces ou sous des surfaces. Et le mouvement qui va être généré quand on applique une tension sur ce patch piézoélectrique, il va générer des ondes de flexion, comme on peut voir sur la petite animation, qui vont du coup déformer la surface et donner par ce biais des vibrations. Donc ça, c'est un exemple sur une plaque affinie. On voit qu'elle se propage et puis elle partent. Par contre, quand on est dans une plaque finie, voilà, elles rebondissent, elles se propagent, elles se réverbèrent, elles vivent leur vie, une vie passionnante, mais ce qui fait que, du coup, même si c'est plus intense au niveau de l'actionneur, on a des vibrations sur toute la surface. C'est le problème qu'on a aujourd'hui finalement dans nos smartphones et nos tablettes. C'est une des raisons pour laquelle on n'a pas de retour localisé multipoint, parce qu'ils utilisent tout simplement des vibreurs sans essayer de faire de contrôle, et voilà, ça se propage partout. Donc, nous, on a cherché à travailler sur justement des approches qui permettent de contrôler à la fois spatialement et temporellement les vibrations sur une surface, donc à terme pour justement être intégré dans des écrans, et pour permettre de localiser les vibrations et permettre aussi de donner des retours différents à différents points, et donc avoir vraiment une interaction multitouch. Et par ce biais, on l'espère aussi du coup une information plus riche et indépendante pour les différents doigts. Donc, on a développé deux approches principalement et des dispositifs que je vais vous présenter maintenant. Donc, la première, c'est l'approche par confinement géométrique ou guide d'onde. Donc, en fait, pour faire simple, donc on a cette plaque, en une dimension, on a collé différents piezos, et grâce à un modèle théorique qui permet de déterminer une certaine fréquence critique ou une fréquence de coupure, on a pu voir que, comme le montre la petite animation, que sous cette valeur de fréquence coupure, la vibration reste vraiment localisée au niveau de l'actionneur,
alors que si on va au-delà, là, elle se propage partout. Donc là, c'est un phénomène géométrique qui dépend finalement du matériau choisi, qui permet de se modéliser. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir des retours localisés sans avoir d'algorithmes complexes derrière pour contrôler les vibrations. Et ça ne nécessite pas de calibration non plus. Et ça permet, comme on le voit aussi sur l'image au-dessus, d'avoir du coup des retours multipoints, puisqu'il suffit juste de driver, d'envoyer les signaux aux actionneurs. Et donc, et par contre, la contrepartie, c'est que on ressent les sensations vibrotactiles uniquement au-dessus des actionneurs. Donc ça, c'était une approche qui était intéressante en une dimension. Donc, bien sûr, après, on s'est dit, ça serait quand même plus intéressant de le passer en 2D pour correspondre plus à des cas d'usage avec tablette et smartphone et écran. Et donc là, pour faire simple aussi, parce que j'ai oublié de préciser que moi, mon background est plutôt en IHM, j'ai un peu moins le côté vraiment développement des technos. C'est des travaux splendides faits par mes collègues. Voilà. Donc, je parle assez naïvement des différents principes. Donc là, il s'agissait en fait de juxtaposer finalement ces différents guidons dans une surface. Donc, c'est une seule même surface homogène, elle n'est pas découpée vraiment, mais les collègues ont rajouté des supports périodiques qui permettent du coup d'avoir ce phénomène de guidon et de localiser les vibrations au niveau des différents actionneurs. Alors, ce n'est pas du tout aussi évident que ça me paraît quand je le dis, mais si vous voulez vraiment plus de détails techniques, je vous invite à aller voir la publication de M. Bendiab et Hudin sur le sujet. Et donc là, on voit aussi que l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on peut poser des surfaces entières. Donc là, on peut poser l'ensemble de la main et on ressortira des vibrations sur l'ensemble de la main. Mais comme je vous l'ai dit, par contre, comme l'actionnement il est au niveau de l'actionneur piézoélectrique, sur les zones qui sont en contact mais qui ne sont pas au-dessus d'un piézo, on n'aura pas de stimulation. Donc, on s'est intéressé à une autre approche qui, elle, s'appelle le filtre inverse, plus justement dans l'idée de pouvoir rendre des retours à des points aussi où il n'y a pas des actionneurs. Donc, les images montrent un peu là la relation qu'il peut y avoir entre les signaux qu'on envoie pour driver les actionneurs et donc le déplacement de la surface qui finalement pour nous correspond aux vibrations. Et cette relation, elle peut se caractériser par une matrice qu'on appelle une matrice de propagation qui va finalement collecter tous ces phénomènes des signaux en faisant le lien qui capte la propagation, la réverbération, la dispersion. Et cette matrice-là, elle est obtenue avec une calibration préalable en faisant des mesures sur, quand on envoie certains signaux, quels sont les comportements en sortie au niveau des différents points de la plaque. Et donc, le but du filtre inverse est justement de contrôler ces vibrations en ces points pour pouvoir gérer ces interférences pour annuler là où on ne veut pas qu'il y ait de vibrations. Donc là, on reprend finalement juste cette relation inverse. Et comme on connaît le déplacement qu'on souhaite, dans des cas d'usage, par exemple, on veut dire là, on veut pas que ça vibre, là, ça vibre, et qu'on a cette matrice qu'on a pu mesurer, du coup, on peut retrouver les signaux qu'il faut envoyer aux différents actionneurs pour avoir ce comportement. Et donc là, ça vous illustre avec l'image que donc les signaux sont un peu plus complexes, mais on arrive bien à avoir une vibration sous le premier point, par exemple, et rien sous l'autre point. Donc ça, c'est un exemple, et bien sûr, ça pourrait être juste des vibrations très différentes ou différentes temporellement. Enfin, voilà. Et puis, bon, j'ai oublié de dire que cette méthode de filtre inverse avait déjà été développée dans d'autres domaines, tels que l'acoustique, l'imagerie médicale ou la mécanique, mais c'était la première fois qu'on l'appliquait en interaction optique pour une surface. Et aussi, du coup, au cours de la thèse de mademoiselle Pantera, qui a donc développé ce dispositif pour appliquer ce principe, elle a pu démontrer que non seulement elle arrivait à avoir un retour au-dessus des actionnaires, ce qui était déjà possible aussi avec les autres approches, mais aussi en tout point de la plaque, prédéfinie en avance. Et si en plus on a cette notion de connaître les positions des doigts qui sont posés, comme en utilisant un écran capacitif par exemple, elle est capable de rendre des retours en temps réel en n'importe quel point de la surface. Et là, la petite animation, c'est pour vous montrer que sur le point rouge, on souhaitait envoyer une vibration, sur le point vert, rien. Donc, les graphes du dessous, les courbes, montrent qu'on arrive bien à avoir une vibration uniquement au point rouge grâce à cette méthode de filtre inverse et pas au niveau du point vert. Par contre, ça illustre aussi qu'on ne contrôle pas ce qui se passe partout au reste de la plaque. C'est-à-dire que c'est une approche qui est vraiment ponctuelle. On a un nombre de points choisis, soit par exemple par les contraintes de l'écran capacitif et au max limité par le nombre d'actionneurs piézoélectriques. Donc, on peut contrôler ponctuellement, mais pas sur l'ensemble de la surface. Ce qui fait que, par exemple, dans ce cas-là, on ne pourrait pas, à l'inverse de l'autre approche, mettre toute la main. On peut mettre juste des doigts.
Voilà, donc pour résumer un peu les deux approches, les deux sont dans le domaine du vibrotactile et permettent à la fois des interactions statiques et dynamiques. Dans un cas, il y a vraiment une topologie géométrique à respecter et elle va permettre du coup d'avoir des interactions sur un ensemble de zones de surface. Mais par contre, l'actionnement ou les retours sont limités au-dessus de l'actionneur. Ce qui fait que si on voulait avoir des retours plus continus, il faudrait soit changer les actionneurs en utilisant des plus petits ou changer de maillage, soit utiliser aussi des illusions tactiles, comme les mouvements apparents qui permettent de faire des mouvements plus continus. À l'opposé, on a cette autre inverse de filtre inverse qui, elle, du coup, permet d'avoir des retours plus ponctuels au niveau des doigts, mais du coup, permet d'avoir des retours n'importe quel point en la plaque, et du coup, d'avoir aussi des interactions plus continues, des effets plus complexes aussi, comme le relief, la texture, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie technologie. Et maintenant je vais vous parler plus sur les études, puisque bien sûr ces différentes technologies-là, on les a développées à la base pour l'humain, pour pouvoir s'intégrer dans les écrans. Donc après, il fallait voir donc si tous ces algorithmes, ces effets, ça marchait bien aussi d'un point de vue perceptuel. Donc on a commencé par des études assez simples de discrimination haptique. Et on a commencé plutôt avec le filtre inverse, puisque c'est là où il y avait un peu plus un challenge. Donc, tout simplement, de voir en comparant les deux conditions on n'utilise pas le filtre inverse, on envoie comme ça des vibrations, ou on utilise le filtre inverse pour vraiment localiser les vibrations. Et donc, on a recruté 10 personnes au sein de notre laboratoire, mais qui ne connaissaient pas cette technologie-là. Et le but, c'était on envoyait beaucoup de vibrations, vous pouvez voir, il y avait beaucoup d'essais, et qui nous disent tout simplement sous quel doigt c'était activé. Et ils n'avaient pas connaissance de quelle méthode ils testaient. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait une méthode 1 et une méthode 2, mais ils ne savaient pas en quoi consistaient ces différentes méthodes. C'était pour avoir vraiment des retours naïfs. Et on a pu voir, on était contents, en fait, on a vu qu'il y avait des résultats très, très positifs, donc une discrimination qui était vraiment significativement améliorée avec le filtre inverse, autant d'un point de vue taux d'identification que temps de réponse plus rapide. Donc, il y avait vraiment une nette différence qui s'est aussi retrouvée finalement dans les résultats plus subjectifs ou qualitatifs par questionnaire, où tous les participants, sauf un, ont dit qu'ils ont vraiment nettement perçu la différence entre les deux techniques dès que la deuxième était présentée, puisqu'on avait fait des blocs où on les retestait encore. Une personne anecdotiquement a même dit, elle pensait que le dispositif ne fonctionnait plus quand elle a pu tester d'abord le filtre inverse et ensuite la méthode 100. Elle pensait que tout d'un coup, c'était cassé. Donc, c'était rigolo, on a trouvé ça sympathique. On avait fait aussi une auto-évaluation de la charge mentale, où finalement, on voyait aussi une différence nette, puisque comme pour le reste, les vibrations n'étaient pas contrôlées dans l'autre méthode, les personnes avaient quand même du mal à localiser, même si c'est plus fort au niveau de l'actionnement, comme ça se réverbérait partout, ça crée aussi des effets parasites. Alors qu'avec le filtre inverse, c'était très net. Du coup, ils pensaient que ça demandait aussi moins de concentration pour trouver la cible. Et par conséquent, 8 personnes sur 10 ont préféré le filtre inverse. Une était très bonne dans les deux cas, du coup, n'a pas trop senti de différence, et une autre était neutre, tout simplement. Donc, on a vu qu'il y avait des avantages à la fois vraiment d'un point de vue quantitatif, expérimental, au niveau des taux de reconnaissance, mais aussi humain, finalement, un peu sur les préférences et la charge cognitive. Donc, forcément, après, on s'est posé la question, et si sur plusieurs doigts, si on envoie plusieurs stimuli. Donc là, on a fait une étude, cette fois avec juste 2 stimuli, avec 12 participants, donc à la fois du laboratoire et en dehors. Et on a testé 4 conditions temporelles, donc 0 millisecondes, où c'est vraiment complètement simultané, jusqu'à 300 millisecondes. Et donc là, les personnes devaient poser 2 doigts et dire quels 2 doigts étaient activés, comme nous montre les petites images de main ci-dessous. Donc, on a pu voir qu'il y avait une différence quand même qui était significative aussi entre la condition 0 et les conditions plus extrêmes 200 et 300 au niveau des reconnaissances, mais que globalement, elles étaient quand même très bonnes, puisqu'au-dessus de 80%. Pas de différence au niveau du temps. Donc, finalement, c'était vraiment stimulé perçu ou non. Il n'y avait pas de différence là-dessus. Donc, les paires 1, 2 et 3, 4, donc celles qui étaient sur les mêmes mains, étaient en général toujours pratiquement reconnues. Mais ça peut être aussi dû en partie à un biais de l'expérience, puisque comme les personnes savaient qu'il y avait 2 stimuli, quand on ressent sur la même main, on sait que c'est toujours celle-ci. Et justement, les quelques confusions qu'on a pu avoir, c'était quand c'était des doigts de mains différentes, les gens confondaient les doigts sur une même main.
Voilà. Et puis sinon, en termes de temporalité, donc ça c'était plus pour nous, pour les essais suivants, la plupart des participants ont bien sûr préféré la condition la plus facile, avec 300 millisecondes, mais 5 quand même, une bonne partie a préféré 100 millisecondes, puisqu'ils trouvaient que c'était un bon compromis entre une méthode où ils étaient quand même encore sûrs de leur réponse, mais où ce n'était pas trop long non plus. Ah, le projecteur fait grève pour moi aussi. Est-ce que je continue ou est-ce que j'attends ? Oui, j'ai une bonne dizaine encore. Ok, bah je continue alors. Sinon, je mets l'écran comme ça. Donc voilà, donc du coup, c'était des résultats prometteurs. Bon, après, on n'a pas continué de façon incrémentale, 3 doigts, 4 doigts. On s'est dit, soyons fous, allons tout de suite dans la complexité, avec plusieurs doigts d'un coup. Et donc là, on s'est intéressé au cas d'usage du braille, notamment dans le cadre de la thèse de Mademoiselle Pantera. Et donc, on a fait une petite étude rapide où là, on a vu qu'ils ont aujourd'hui 2 méthodes principales pour accéder au braille. Soit la plage braille, mais elles sont assez coûteuses, encombrantes et lourdes, même s'il existe bien sûr différentes tailles. Quand même, ça demande un périphérique additionnel, ce n'est pas le plus pratique. Et ils utilisent aussi très largement la synthèse vocale, qui, elle, est déjà en plus intégrée dans les smartphones et tablettes. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a quand même des problèmes par rapport à l'alphabétisation, puisqu'on perd toutes les subtilités du langage, la grammaire, l'orthographe, la ponctuation. Et donc, ça pose un problème pour les personnes qui maintenant utilisent plus exclusivement la synthèse vocale. Et en plus, ce n'est pas toujours adapté dans tous les contextes, notamment dans les endroits bruyants, où il faut pouvoir aussi utiliser son canal auditif. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, effectivement, c'est que la présentation, nous, on est plus là concentrés sur de l'haptique, parce qu'on cherchait d'abord, comme la technologie était nouvelle, à comprendre un peu les différentes dimensions, mais que bien sûr, après, c'est dans un but de faire du multisensoriel. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez, plutôt que des retours haptiques. Donc voilà, et puis ce qu'on a découvert aussi, c'est que finalement, dans les plages braille utilisées aujourd'hui, donc pour la lecture, c'est la lecture classique avec les 6 points sous l'index, mais que pour l'écriture, comme ils utilisent un clavier un peu comme nous, là, chaque point est mappé sur un doigt, et ils utilisent les 3 doigts pour taper les lettres. Alors, comme nous, à l'inverse, on utilise juste une touche directement. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que nous, aujourd'hui, avec nos technologies de filtre inverse, on n'a pas une résolution qui permettrait de rendre tout sous le même doigt, puisque les points sont espacés de 2,5 mm. Nous, on est plus à l'échelle du centimètre encore. Mais par contre, avec le Perkins Braille, qui lui est utilisé en écriture, et comme il est à l'échelle de doigt, du coup, on s'est dit, on peut l'utiliser dans le sens inverse, plus pour la lecture. Donc, on a combiné les deux pour pouvoir rendre une lettre Braille. Donc là, c'est le petit exemple avec la lettre E, où on voit que c'est les points 1, 3 et 5 qui s'est mobilisé, et on voit que finalement, en posant les mains passivement sur la surface, les personnes peuvent ressentir la lettre. Alors, certains me diront aussi que, bien sûr, ce n'est pas tout à fait pareil dans le processus de lecture, puisque c'est passif et que les lettres viennent, mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour des contextes ponctuels ou des informations courtes, comme des SMS si on est dans le métro, par exemple, ou certains de nos participants nous audient aux arrêts de bus pour avoir les informations sur le bus qui arrive. Voilà. Donc, on a commencé à faire des petites études. Alors, bien sûr, nous aussi, on a été confrontés au Covid, donc ça a été compliqué, surtout que les non-voyants sont aussi, en général, un peu plus compliqués à recruter. Mais on a quand même réussi à tester 3 méthodes de présentation différentes. Donc, on s'était inspiré de la littérature avec des non-voyants. Donc, la méthode séquentielle, qui est plus facile, mais aussi du coup plus longue. Une méthode hybride qui fait vibrer les doigts colonne par colonne, et une méthode simultanée qui fait vibrer tous les doigts en même temps. Donc, on avait une petite période de familiarisation courte, puisqu'elle était qu'à peu près de 5 minutes. Et puis après, bim, bam, boum, on leur envoyait les lettres, et puis il fallait qu'ils les reconnaissent. Et donc là, vous pouvez voir les taux de reconnaissance à côté. Donc, les méthodes étaient testées dans l'ordre du plus simple au plus compliqué, donc de séquentiel à simultané. Donc, on voit que les taux de la méthode la plus facile étaient donc assez relativement encourageants, positifs. Alors, bien sûr, c'est quand même encore un peu loin de 100%, mais c'était déjà pas mal pour une méthode qui était vraiment nouvelle pour eux. Par contre, la simultanée était vraiment compliquée. Nos utilisateurs se sont quand même pas mal plaints que la familiarisation était trop courte, surtout pour une technologie nouvelle où ils n'ont pas l'habitude de ressentir des lettres par vibration, parce qu'ils ont plutôt l'habitude des méthodes par indentation. Mais nous, on a trouvé ça prometteur, donc on a continué en essayant d'améliorer finalement un petit peu tout ça. Et ce que je n'ai pas aussi mentionné, c'est que donc, les personnes étaient intéressées par la méthode séquentielle, mais la trouvaient
Pas pratique pour un vrai cas d'usage de lecture parce que ce serait vraiment trop long d'avoir ça doigt par doigt et puis lettre par lettre. Donc, ils étaient plus intéressés par la méthode simultanée, mais telle qu'elle était là, elle était trop difficile. Et la méthode hybride, par contre, ils trouvaient que c'était vraiment très différent du standard de lecture braille. Et donc, c'était une méthode plutôt à exclure. Donc, on a continué avec d'autres paramètres. Et puis aussi aller jusqu'à la lecture de mots. Donc là, on a testé par exemple des temps de présentation plus longs, jusqu'à 3 fois plus longs, mais qui restent quand même assez courts. Et on voit qu'il y a quand même une nette amélioration, ce qui est encourageant pour nous, puisque ça prouve que ce n'est pas un problème de technique et de méthode, c'est plus un problème de paramètres, de trouver les bons paramètres, autant pour la familiarisation qu'au moment de délivrer les stimuli. On a aussi testé différentes fréquences sur différents doigts d'une même main. Mais cette fois, on a pu le faire qu'avec des personnes voyantes. Là, on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative, mais que par contre, il y avait une nette préférence de l'utilisateur. Donc, pareil, un paramètre à garder en tête. Et puis après, on a été jusqu'à la lecture des mots. Alors, malheureusement, avec un échantillon assez petit, seulement 4 non-voyants. Donc, pareil, à cause du Covid. Mais on a eu des taux très encourageants. 75% de reconnaissance de 40 mots composés de 5 lettres. Et donc, souvent, les erreurs étaient sur une lettre où ça donnait des mots qui étaient équivalents, corrects en français. Et donc, les personnes ne voyaient pas forcément qu'il y avait des erreurs. C'était ça, les erreurs majeures. Et donc, en global, pour finir sur cette étude-là, qui est donc la thèse de Mademoiselle Pantera, les retours étaient très positifs. Mais ça montrait vraiment l'importance d'avoir un apprentissage suffisamment long, voire écologique sur le long terme, en leur laissant le dispositif à la maison. Et aussi de leur donner la possibilité de personnaliser les durées et les techniques de présentation pour que ça évolue aussi avec leur apprentissage. C'est-à-dire que nous, on est parti tout de suite sur un cas assez optimisé, mais vraiment où tout était trop court, trop rapide. Mais ils ont quand même eu des bons taux. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur laisser plus longtemps et peut-être comme la synthèse vocale, de pouvoir après accélérer et raccourcir les temps. Parce que la synthèse vocale, au début, ils ont parlé très lentement et des fois, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entendre, quand ils le mettent, on ne comprend rien du tout parce que ça va tellement vite qu'on ne comprend même pas les mots, mais eux, ils n'ont aucun problème avec ça. Donc, on espère que ce sera un petit peu la même chose avec nos technologies. Voilà. Et puis, en parallèle aussi, on a fait d'autres travaux pour lesquels on n'a pas encore eu le temps de publier, cette fois en utilisant le premier dispositif avec le confinement géométrique et en essayant d'utiliser les illusions tactiles, et notamment le mouvement apparent pour essayer de donner des formes un peu géométriques. Donc, pareil, toujours plutôt dans un cas pour garder un peu le contexte d'accessibilité en tête, de pouvoir faire comprendre le graphisme aux personnes non-voyantes. Et donc là, on a utilisé ça, on a essayé de rendre des formes et on a vu que globalement, surtout avec un apprentissage sur plusieurs jours, ça fonctionne avec le mouvement apparent et puis la reconnaissance s'améliore. Mais comme on l'a testé aussi qu'avec des voyants pour l'instant, c'est encore un peu entre parenthèses, ce serait plutôt à tester avec des non-voyants, surtout qu'ils n'ont pas forcément les mêmes conceptions de formes comme nous, on peut avoir l'habitude. Voilà. Et donc, pour conclure, on a développé différentes méthodes pour localiser les vibrations dans une surface, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients, avec la surface qui peut être mise en contact versus des points ponctuels, et aussi au niveau des actionnements au niveau des points de la plaque. On a commencé à l'appliquer à certains cas d'usage, notamment pour la lecture du Braille-Perkins et la reconnaissance des formes, avec des résultats plutôt prometteurs pour l'instant. Mais notre but vraiment, c'est d'essayer d'avoir ces technologies-là pour améliorer l'interaction homme-machine avec les interfaces tactiles, donc dans des champs d'application qui vont au-delà juste de l'accessibilité, puisque ça pourrait être en éducation, rééducation, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont sur tablette, pour les autistes notamment ou autres, et même aussi tout simplement en communication à distance, par exemple, c'est-à-dire envoyer des sortes d'emojis haptiques à d'autres, exploiter ces choses-là. On a pu voir qu'on a tous souffert du Covid en étant confinés. Voilà. Et en perspective, comme les technologies sont vraiment récentes et nouvelles, il y a beaucoup je crois qu'on est pour l'instant encore les seuls à peu près à faire ce genre de technologie. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on compte explorer la communication interpersonnelle, les interactions avec l'ensemble de la main. On va poursuivre les tableaux dans le domaine de l'accessibilité, avec de la multisensorialité, et aussi avec une nouvelle méthode d'actionnement, mais qui repose sur les piezo aussi. Donc, on a réussi à être financé pour ça par un projet européen qui s'appelle Ability. Et puis, il y a tellement de possibilités d'études et d'applications que, voilà, on vient aussi pour faire un petit peu de pub. On est ouvert à toute collaboration, ANR ou autre, parce qu'on pense que ça peut vraiment ouvrir plein de champs possibles. Donc, voilà. Donc, merci à tous. J'ai tenu un peu record, je suis trop contente. Voilà. Et merci à tous mes collègues.